Imaginez une salle de classe à mi-chemin entre un tatami de judo et l'Assemblée nationale. Ça, c'est ce que Fernand Ory a inventé. Alors Fernand Ory, il est instituteur, il a enseigné pendant la plus grande partie de sa carrière à La Garenne-Colombes, où il avait lui-même grandi et étudié. Et il s'est très rapidement rendu compte qu'il allait devoir faire face à un défi majeur dans sa classe, l'hétérogénéité de ses élèves. Il y avait en effet des élèves qui étaient très avancés et d'autres qui étaient beaucoup moins avancés. Et là, Fernand Ory s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire le même cours à tous les élèves sans en perdre la moitié au passage et risquer des décrochages scolaires. Et pour répondre à cette difficulté, pour la surmonter, il s'est inspiré de sa passion, le judo. Et il a mis en place 2 innovations pédagogiques, les ceintures de judo et les institutions. Ça, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo et je vais aussi vous indiquer dans une dernière partie comment est-ce que vous pouvez vous inspirer de la pédagogie de Fernand Ory pour mettre en place un fonctionnement plus coopératif à la maison et notamment comment adapter son conseil de classe pour en faire un conseil de famille. Vous verrez, c'est hyper efficace. Première innovation, les ceintures de judo. Fernand Ory a commencé à enseigner pendant la Seconde Guerre mondiale et ensuite il est revenu à La Garenne-Colombes à la Libération pour reprendre une classe. Et là, comme je vous le disais en introduction, il s'est retrouvé confronté à la très forte hétérogénéité du niveau de ses élèves. Il s'est demandé comment est-ce qu'il pouvait surmonter ça. Et il a eu l'idée de s'inspirer du judo qu'il pratiquait énormément. Sur un tatami, il y a plein d'étudiants, d'élèves qui ont des niveaux très différents. Il y en a qui vont être ceinture blanche, d'autres ceinture jaune, d'autres ceinture marron ou noire. Et pourtant, tout le monde arrive très bien à cohabiter. Tout le monde arrive très bien à s'entraîner ensemble sans que ça présente de difficultés majeures. Et c'est ce que Fernand Ory a décidé d'importer dans sa salle de classe. En début d'année, il a donc fait passer un test à ses élèves pour déterminer quel était leur niveau dans chacune des matières. Certains élèves peuvent donc être ceinture jaune en français, ceinture verte en maths et ceinture orange en histoire. Et à partir de ces niveaux de départ, Fernand Ory crée des petits groupes de travail. Il va regrouper ceux qui sont ceinture blanche en maths et il va regrouper ceux qui sont ceinture orange en histoire. Il va leur donner des exercices, des ateliers, des entraînements qui sont adaptés à leur niveau. Il va donc mettre en place une pédagogie qui est différenciée. Tout le monde n'a pas le même cours, mais a un cours adapté à son niveau, ce qui permet d'éviter le décrochage scolaire. Les élèves vont donc travailler en groupe, vont s'entraîner et quand ils se sentent prêts, ils vont passer un nouveau test pour pouvoir obtenir la ceinture supérieure et monter comme ça dans les échelons. Et ce qui est intéressant dans cette innovation pédagogique, c'est que les notes sont plus du tout importantes. Finalement, ce qui compte, ce sont les ceintures, ce qui permet de relativiser l'importance des notes, de ne plus stresser les élèves, mais plutôt de leur donner des défis à relever. S'entraîner pour passer la ceinture supérieure, c'est beaucoup plus excitant et beaucoup plus motivant que de réviser pour passer un contrôle de maths et de se dire je vais encore avoir 2 comme la fois précédente parce que je n'ai rien compris, parce que c'est trop dur pour moi. En parallèle des ceintures dans les matières scolaires, Fernand Ory met aussi en place des ceintures de comportement. Et donc là, ce qui va être regardé, c'est la capacité des élèves à se maîtriser et à être autonomes et responsables. Par exemple, pour obtenir la ceinture marron de comportement, il faut savoir animer une réunion pendant 25 minutes en distribuant de manière équitable la parole, sans imposer son point de vue et sans s'énerver. Il faut aussi être capable de préparer le matin la classe pour tous les élèves, de mettre à disposition tous les ateliers, tous les jeux, toutes les activités que les enfants vont faire par niveau. Cette ceinture, elle est donc basée sur des responsabilités. Pour avoir la ceinture marron en comportement, il faut être suffisamment responsable et autonome. Et elle va aussi donner accès à des droits. Quand un élève obtient la ceinture marron, il a le droit de rester seul dans la classe parce qu'on estime qu'il en est maintenant capable. Et les passages des ceintures sont des événements extrêmement importants dans la classe de Fernand Ory. Il y a un directeur qui est venu assister une journée au cours qui a expliqué qu'il était là justement le jour où un élève passait sa ceinture marron de comportement. C'était un élève qui, au départ, était extrêmement turbulent, qui avait commencé avec une ceinture blanche en comportement et qui avait monté les grades les uns après les autres. Et là, il arrivait à un des grades, à une des ceintures les plus élevées. Et donc, toute la classe était extrêmement mobilisée, extrêmement attentive pour savoir comment allait se passer ce passage de ceinture.
Cet élève a donc dû passer les 2 tests dont je vous ai parlé, animer la réunion sans s'énerver en distribuant la parole et pouvoir préparer la classe le matin. Il a réussi sa ceinture. Et ça a été une énorme joie dans la classe. Les élèves l'ont soutenu, l'ont encouragé, exactement comme un judoka passe un test ou un combat. Et ça a été une victoire pour toute la classe que cet élève qui était au départ très turbulent arrive à ce niveau-là en ceinture de comportement. Et enfin, la dernière chose qui est extrêmement intéressante dans les ceintures de judo de Fernand Ouri, c'est le fait qu'elles sont affichées dans la classe. Fernand Ouri met en place sur le mur de la classe un grand tableau dans lequel il y a chacune des matières et chacun des élèves avec leur couleur de ceinture dans chacune des matières. Et du coup, quand il y a un élève qui est ceinture jaune ou ceinture blanche en mathématiques, qui a une question, une interrogation, une difficulté, il va non pas se tourner vers le professeur, mais vers le tableau des ceintures. Il va aller regarder qui est ceinture orange ou qui est ceinture marron dans la discipline. Il va aller poser ses questions à un autre élève. Ça, c'est extrêmement intéressant puisque ça permet de relativiser le rôle du professeur qui serait le seul sachant et au contraire de valoriser le savoir de tous les élèves et de mettre en place un apprentissage entre pairs. L'introduction des ceintures de judo a donc permis à Fernand Ouri de répondre à sa principale difficulté, à savoir pouvoir gérer l'hétérogénéité, c'est pas facile à dire, de ses élèves en mettant en place une pédagogie différenciée qui va être basée sur le passage de ceinture. Mais ça a aussi apporté énormément d'autres bénéfices. Déjà, les élèves sont plus motivés. C'est plus motivant de travailler pour passer une ceinture que, comme je vous le disais, de travailler pour un contrôle de maths et d'avoir peur d'avoir une mauvaise note. Ça permet aussi d'éviter de mettre les élèves dans des cases. Il n'y a plus le bon élève d'un côté et le mauvais élève de l'autre. Il y a des élèves qui ont des niveaux hétérogènes. Il y en a qui peuvent être avec des ceintures élevées dans certaines matières, d'autres avec des ceintures moins élevées. Ils peuvent aussi aller chercher une bonne ceinture, une ceinture élevée dans le comportement. Ça ne dépend qu'eux. Mais on n'est plus sur les premiers et les derniers de la classe. On est simplement sur une hétérogénéité des couleurs des ceintures. Ça permet aussi de valoriser l'apprentissage mutuel entre pairs, puisque maintenant les élèves se tournent plus systématiquement vers ceux qui sont plus avancés, qui ont des ceintures de niveau plus avancé, que systématiquement vers le professeur pour poser des questions. Et enfin, ça responsabilise, puisqu'on a vu que les ceintures donnaient accès à des devoirs, mais aussi à des droits, à des responsabilités supérieures, comme le fait de pouvoir rester seul dans la classe. Deuxième innovation, les institutions. En complément des ceintures de judo, Fernand Ouri va mettre en place une deuxième innovation dans sa salle de classe, ce sont les institutions. Et c'est d'ailleurs ce qui va donner son nom à la pédagogie de Fernand Ouri, puisqu'on l'appelle la pédagogie institutionnelle. Alors pourquoi mettre en place ces institutions? Tout simplement parce que Fernand Ouri a remarqué que la classe était régulièrement perturbée par des besoins, des conflits qui pouvaient émerger entre les élèves. Et que si on ne traitait pas ces besoins et ces conflits, alors ils venaient déranger, perturber les apprentissages. Fernand Ouri décide donc de mettre en place des institutions qui vont permettre de réguler tous ces échanges entre les élèves, exactement comme les institutions d'un État permettent de réguler les échanges entre les citoyens d'un pays. Et il va notamment mettre en place le conseil de classe, qui est inspiré du conseil de coopération de Célestin Freinet. J'avais dédié une vidéo à Célestin Freinet, à son conseil de coopération. Je vous mets le lien si vous voulez aller la voir, ça vous permettra de comprendre quelles sont les sources d'inspiration de Fernand Ouri. Mais revenons à ce conseil de classe de Fernand Ouri, qui fonctionne exactement comme l'Assemblée nationale. Il permet de traiter tous les sujets qui ont attrait à la vie de la classe. Ça peut être des projets comme le prochain endroit ou l'organisation de la prochaine classe verte, ou des conflits, comme il y a eu un vol de casquettes dans la classe et on souhaite en discuter. Et pour que ce conseil de classe se passe bien, il va suivre un certain nombre de règles. Déjà, il va avoir lieu à fréquence régulière, toutes les semaines, exactement comme l'Assemblée nationale. Il va y avoir un ordre du jour qui va être défini en amont par les élèves, qui vont pouvoir, au fur et à mesure de la semaine, écrire les thèmes qu'ils souhaitent traiter pendant le conseil de classe sur un cahier ou sur un tableau qui est mis à leur disposition. Et ce conseil de classe va être régulé pour s'assurer que les échanges sont courtois entre les élèves par différents rôles. On va retrouver le président de séance qui va ouvrir et fermer le conseil de classe. On va aussi retrouver le secrétaire qui va être chargé de noter les décisions qui sont prises et de s'assurer qu'elles ont été respectées d'une fois sur l'autre.
Et enfin, on va trouver le maître de parole qui va être chargé de distribuer la parole aux différents élèves et de s'assurer que tout le monde puisse s'exprimer. On voit que c'est des rôles qu'on retrouve aussi à l'Assemblée nationale et que Fernand Oury s'en est largement inspiré. Le conseil de classe mis en place par Fernand Oury va donc apporter énormément à ses élèves. Déjà, il va leur permettre de réguler tous ces petits sujets interpersonnels qui peuvent venir interférer dans les apprentissages. Mais il va aussi apprendre de nouvelles compétences aux élèves, apprendre à réguler leurs émotions au lieu de réagir complètement à chaud quand il y a un conflit. On va prendre le temps de faire baisser la pression et ensuite on va mettre ce conflit, cette dispute à l'ordre du jour du conseil de classe pour voir comment est-ce qu'on peut la résoudre de manière beaucoup plus intelligente, posée et à froid. Le conseil de classe va aussi apprendre la démocratie aux élèves. Les décisions doivent être prises en concertation, on doit prendre le temps d'écouter le point de vue de chacun et de trouver une solution qui soit démocratiquement juste. Et enfin, il va apprendre la coopération puisque les solutions sont pensées ensemble et sont appliquées à tout le monde. Comment s'inspirer de la pédagogie de Fernand Oury à la maison? Alors vous aussi, vous pouvez reprendre la pédagogie de Fernand Oury et l'adapter pour la mettre en place chez vous. La partie ceinture de judo, elle est plutôt adaptée à l'école et ça va être plus difficile à reprendre. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de s'inspirer du conseil de classe pour venir l'adapter et en faire un conseil de famille qui va être extrêmement utile dans le cadre de la vie de famille. Alors le plus important, si vous souhaitez mettre en place un conseil de famille chez vous, c'est de venir apporter une structure, un cadre à votre conseil de famille. Et pour ça, vous allez déterminer le qui, quoi, quand, comment et pourquoi. Alors, le quoi déjà, c'est ce fameux conseil de famille qui va vous permettre de réguler tous les échanges interpersonnels et de discuter de tous les sujets qui ont attrait à la famille. Il y a deux choses qui sont importantes à retenir. La première, c'est que le conseil de famille, ça n'est pas un tribunal. Ça n'a pas vocation à juger un des membres de la famille parce qu'il aurait fait une bêtise, par exemple. Et ça n'est pas non plus un café du commerce. On n'est pas là juste pour papoter, mais bien pour prendre des actions, prendre des décisions, mettre en place des règles et discuter du fonctionnement de la famille. C'est aussi important de venir échanger dès le début avec ses enfants sur les thèmes qui feront partie du conseil de famille et ceux qui n'en feront pas partie. Par exemple, en conseil de famille, on ne va pas discuter du temps d'écran. Ça, c'est acté. On a le droit de regarder par exemple les écrans 1 heure par jour. Et cette règle-là ne sera pas discutée ou changée pendant le conseil de famille. Par contre, ce qui peut être discuté, c'est la manière dont on va utiliser ce temps-là. Est-ce qu'on fait 30 minutes de console et 30 minutes de télé? Est-ce qu'on a le droit d'économiser son heure pour ensuite pouvoir regarder 2 heures le lendemain? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit certains jours, on ne regarde pas d'écran et du coup, le week-end, on regarde tous ensemble un film en famille? Tout ça, c'est des choses qui vont être discutées dans le conseil de famille. Mais c'est important de bien expliquer aux enfants qu'il y a certaines règles qui sont intangibles et qui ne feront pas partie du conseil de famille. Une fois qu'on a expliqué le quoi, qu'est-ce que c'est que le conseil de famille, on va expliquer aux enfants le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on le met en place? Et là, on va pouvoir leur indiquer que l'idée, c'est de les faire participer davantage à la vie de famille et de les faire participer à des décisions qui concernent le fonctionnement de la vie de famille pour mettre en place un fonctionnement qui va être plus coopératif. Normalement, quand vous leur expliquez ça, ils sont plutôt contents et ils ont déjà envie de commencer et de lancer le premier conseil de famille. Ensuite, il y a la question du qui. Qui participe au conseil de famille? Et là, bien évidemment, ça va être toute la famille, tous les 2 parents, ou un parent solo, ou un parent et un beau-parent, enfin bon, bref, toutes les personnes qui constituent la cellule familiale, et tous les enfants. Et là, il n'y a pas de limite d'âge, on n'est pas trop petit pour participer à un conseil de famille. Même des enfants qui ont 2-3 ans, ils peuvent venir écouter, exprimer quelques idées. C'est important que tout le monde soit inclus. Et c'est important que tout le monde soit dans un rôle coopératif. Il n'y en a pas un qui est le chef et qui décide et qui impose ses décisions aux autres. On est tous là pour apporter des idées, pour s'écouter et pour trouver des solutions qui sont coopératives et collectives. Ensuite, il y a la question du quand. Et là, exactement comme dans la classe de Fernand Oury, c'est important d'avoir un conseil de famille qui se réunit à fréquence régulière. Ça peut être 1 fois par semaine, c'est beaucoup. Ça peut être 1 fois par mois, mais l'idée, c'est qu'on sache, on connaisse par avance la fréquence et que les dates soient notées sur un calendrier collectif pour la famille. Tout simplement parce que quand un enfant se dispute avec son frère ou sa sœur, soit il sait qu'il y a un conseil de famille qui arrive par exemple dans 10 jours et il va pouvoir mettre
le conflit à l'ordre du jour du conseil de famille, il sait que dans 10 jours ça sera traité, soit on n'a pas de date, on ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu le conseil de famille, et dans ce cas-là, on va se dire je vais traiter mon problème tout de suite, puisque je ne peux pas me projeter pour savoir quand est-ce que le conseil de famille va pouvoir l'aborder. C'est donc important que les enfants sachent et de la visibilité sur la fréquence, la régularité des conseils de famille, et que les dates soient décidées et partagées par avance. Et enfin, on va parler du comment. Et donc là, l'idée, c'est exactement comme chez Fernand Oury, d'avoir un ordre du jour qui soit défini à l'avance. Au fur et à mesure de la semaine ou du mois, les membres de la famille vont écrire les sujets qu'ils souhaitent voir portés à l'ordre du jour du conseil de famille sur un cahier ou sur un tableau. Et là, on peut diviser ce cahier ou ce tableau en catégories. On peut par exemple avoir une catégorie « Je remercie et je félicite ». Je remercie à mon frère de m'avoir aidé pour mon contrôle de maths ou je félicite ma sœur d'avoir eu son brevet. On va aussi avoir une catégorie sur tout ce qui concerne les projets, par exemple l'organisation du prochain week-end ou des prochaines vacances en famille. Et enfin, on va avoir une catégorie sur tout ce qui concerne les disputes, les difficultés, les choses à améliorer. Alors bien entendu, vous pouvez venir enrichir ces catégories, les adapter pour que ça colle le mieux possible à vos besoins et aux besoins de votre famille. Mais l'idée, en tout cas, c'est d'avoir cet ordre du jour qui est préparé à l'avance et ensuite qui sera revu en séance avec les mêmes rôles que ceux de Fernand Oury, à savoir un président qui va ouvrir et fermer la séance, un secrétaire qui va pouvoir noter les actions qui sont décidées ou les règles, par exemple, qui sont mises en place dans la famille ou les prochaines actions à mettre en place pour les projets qui viennent. Et enfin, un maître de parole qui va se charger de distribuer la parole et de s'assurer que tout le monde peut s'exprimer. Ces rôles-là, ils vont être tournants. Ça n'est pas tout le temps la même personne qui occupe le même rôle et ça n'est pas tout le temps papa qui est président et maman qui est secrétaire, bien entendu. Les rôles tournent et les enfants aussi peuvent assumer ces rôles-là à partir du moment où ils ont 5-6 ans, ils sont tout à fait capables de le faire. Et une fois qu'on a défini ce cadre, ce qui, quand, quoi, comment, pourquoi, on n'a plus qu'à se lancer. On lance les conseils de famille et vous allez voir, dès le premier, je vous le promets, ça va être extrêmement efficace. Ça va permettre à la famille de dégonfler tous les petits conflits interpersonnels. Ça va permettre aux enfants de participer davantage au fonctionnement de la famille, de discuter des règles qui peuvent être mises en place et ensuite toujours mieux des règles quand on a contribué à les définir plutôt que quand elles sont données par quelqu'un d'extérieur et qu'elles viennent d'en haut. Donc tout ça, vous allez le voir, ce conseil de famille va énormément contribuer à fluidifier votre vie de famille et à faciliter le fonctionnement quotidien. En synthèse, que ce soit au sein d'un pays, dans une salle de classe, au sein d'une entreprise, d'une équipe ou au sein d'une famille, il y a toujours des petits conflits, des besoins, des sujets à traiter. Et si on les laisse justement sans les traiter, qu'ils sont latents, ils vont venir perturber. Ils vont venir perturber les apprentissages, ils vont venir perturber la performance de l'équipe ou ils vont venir perturber le fonctionnement de la famille. Donc, autant mettre en place des institutions qui permettent de gérer tous ces sujets-là. Et c'est exactement ce que Fernand Oury a fait dans sa classe avec ce conseil de classe et c'est ce qu'on peut faire dans notre famille en s'inspirant de ce conseil de classe pour en faire un conseil de famille qui permettra tout simplement de gérer, traiter, discuter tous les sujets du quotidien, tout ce qui a trait à la famille. C'est extrêmement utile et ça permet de fluidifier le fonctionnement de la famille. Et si vous voulez aller plus loin, je vous remets le lien vers la vidéo de Célestin Freinet, dans laquelle je parlais aussi du conseil de coopération. Vous allez voir, il y a des similitudes assez proches entre les deux manières de faire. Elles sont complémentaires et elles sont très intéressantes.